Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cher Victor Stoichita, vous êtes incroyable, le second titulaire de cette chaire européenne dont chacun doit ici comprendre l'importance. Le Collège mène et continuera de mener son action dans une perspective européenne. Je suis particulièrement sensible au fait que mes collègues aient fait une place à l'art dans la construction de cette chaire, à l'histoire de l'art tout particulièrement, puisque c'est là votre discipline principale. Le Collège de France, né en 1530, ne peut évidemment pas oublier que ce sont les scientifiques et les artistes de la Renaissance qui ont créé l'identité européenne. Identité que les conflits territoriaux, économiques ou religieux n'ont jamais réussi à détruire. Pour les scientifiques, Galilée, Kepler, Descartes, Newton, évidemment, conversaient entre eux pour m'en tenir à la seule physique et en conversation entre vivants. Je me suis plu, cher Victor Stoichita, à retrouver certaines de vos interventions et retenu l'importance accordée à la vision, y compris sous des angles inattendus, comme l'œil augmenté de James Stewart, jumelles et téléobjectifs dans Fenêtre sur cour. Mais après tout, dioptrique de Descartes, lentille de Spinoza et lunettes de Galilée aidant, la vision est aussi une aventure européenne. Bénédicte Savoie s'intéresse au voyage des œuvres, vous plutôt à celui des artistes, lesquels pratiquent Erasmus, ce grand succès de la politique communautaire européenne depuis fort longtemps. Évidemment, dans nos époques modernes et contemporaines, d'autres continents et pays se sont introduits dans le jeu. Dans Demain, ils auront des peintres. Annie Cohen-Solal raconte les séjours des peintres américains de la fin du XIXe siècle dans les ateliers parisiens, mais aussi à Pont-Aven, Giverny ou Barbizon, avant que le mouvement ne s'impose dans l'autre direction. Car scientifiques et artistes sont, pour reprendre le titre de Bernard Berenson, pour vous un peu un prédécesseur en histoire de l'art, des voyageurs passionnés. Merci donc d'avoir sacrifié à la tradition du grand tour européen, avec une halte au Collège de France. Nous en sommes honorés. Je laisse la parole à mon collègue et ami Carlo Ossola, qui va maintenant vous présenter dans les formes. Merci. Merci. Monsieur l'administrateur, chers collègues, cher Victor, mesdames, messieurs, Victor Stoichita est un Weltmann, un homme universel qui a fait de l'Europe sa patrie, son foyer de recherche, un lieu fourmillant d'idées, de figures, d'interrogations critiques, de rencontres culturelles inattendues. Cette pluralité de regards est confirmée non seulement par l'expérience biographique européenne de l'auteur, de la Roumanie à l'Italie, de la France à l'Allemagne, de l'Espagne à la Suisse, mais aussi par ses travaux, surtout les plus récents, je pense notamment à l'image de l'autre noir, juif, musulman et gitan dans l'art occidental des temps modernes, 2014, et un peu plus biographique, Oublié Bucarest, également 2014. Victor Stoichita s'est toujours trouvé, dans sa recherche historique et iconographique, l'image de l'autre, le regard que nous ne regardons pas, mais qui nous regarde. Dans cette perspective, si la thèse d'Umberto Eco, à l'aube de cette chaire européenne, avait été celle de la quête constante dans les siècles de l'Europe d'une langue idéale et commune, ce que nous pouvons attendre de Victor Stoichita est opposé et complémentaire. L'unité profonde d'une civilisation européenne qui reconnaît constamment ses limites et se renouvelle en creusant en soi l'attente et l'image de l'autre. D'autre part, toute marginalité se définit par rapport à l'idée implicite d'un centre, culturel, politique, symbolique, et la quête d'un centre entre les esprits et les arts jusqu'à l'époque des Lumières, de Paris à Saint-Pétersbourg, de Berlin à Madrid à Rome. Victor Stoichita est un ami fidèle du Collège de France. Il a été déjà notre invité sur Chaire d'État en 2007-2008 et il a plusieurs fois donné des conférences d'une grande richesse et profondeur. Il a également eu la chaire du Louvre en 2014 en consacrant ses cours à l'image de l'autre. Dans son essai « L'instauration du tableau »,
de 1993, Viktor Stoïkite a rappelé que dès que l'image se détache des parois, des églises, du lieu du pouvoir politique et devient tableau, objet mobile, eh bien les chemins des arts se multiplient, se croisent, commence la longue histoire des collections et des musées. Son point de vue, enfin, n'est jamais frontal, un spectateur qui décrit et représente. Il suffirait de rappeler les instances implicites que déploie son magnifique volume L'œil mystique, ou encore sa brève histoire de l'ombre, où il place au centre même de sa réflexion l'un des textes les plus essentiels de Charles Baudelaire que je me permets de vous citer. C'est en même temps Baudelaire et Viktor Stoïkite. Pour le parfait flâneur, pour l'observateur passionné, c'est une immense jouissance que d'élire domicile dans le nombre, dans l'ondoyant, dans le mouvement, dans le fugitif et l'infini. Être hors de chez soi et pourtant se sentir partout chez soi. C'est dans l'essai « Le peintre de la vie moderne ». Alors, je répète, être hors de chez soi et pourtant se sentir partout chez soi, c'est aussi la leçon morale que, par sa biographie et par ses travaux, Viktor Stoïkite nous offre. Monsieur l'administrateur, cher Carlos Sola, mesdames et messieurs, chers amis, je ne vous cache pas l'émotion que je ressens être là pour vous parler. Je vous remercie de m'accompagner dans cette petite aventure. Et je commence tout de suite. Selon une étymologie purement grecque, europée proviendrait de deux mots grecs, euris et ops. Le premier, euris, signifie soit large, qui s'étend en largeur, soit vaste, qui s'étend au loin. Le second, ops, signifie soit regarder en face, soit œil. Europée, celle qui a des grands yeux, devint un prénom féminin donné à plusieurs personnages mythologiques grecs, et notamment à la belle-fille d'Agénor, enlevée par Zeus, déguisée en taureau. Cette étymologie, qui n'est pas la seule possible, a une indubitable valeur symbolique. Elle interroge la place du regard, de l'image, voire de l'art, dans la constitution de l'identité et de la différence européenne. Brûlante aujourd'hui, cette question n'est pas nouvelle. Les premiers historiens de l'art opéraient par des emboîtements successifs. Ainsi, pour Giorgio Vasari, l'art renaît après des siècles de survie souterraine en Italie, ou pour être plus précis en Toscane, ou pour être plus précis encore à Florence. La quête d'un centre hantera les esprits jusqu'à l'époque des Lumières, avec pour résultat l'utopie du muséum, dont le Louvre est l'héritier direct. L'Atlas mnémosiné, imaginé beaucoup plus tard par Ebbe Warburg, proposa en revanche un grand dispositif de la rencontre, la virtualité d'un réseau d'images, s'enchaînant idéalement à perte de vue. Est-il possible de poursuivre aujourd'hui l'interrogation sur les yeux de l'Europe? Il faudrait alors se confronter à nos problèmes les plus actuels. Celui des frontières n'est pas le moindre. Historique ou naturel, culturel ou politique, linguistique ou religieuse, il n'y a pas de frontières sans fantasme de transgression. Et voilà, en 1480, le Vénitien Gentile Bellini se trouve à Istanbul pour faire le portrait du sultan Mehmet II. De septembre 1505 à février 1507 durèrent ses jours à Venise. En 1668, Dominikos Theotokoulos quitte sa Crète natale, où il était, disons comme ça, faiseur d'icônes, pour se rendre en Italie et enfin en Espagne, où, une fois établi à Tolède, il deviendra vite fameux sous le nom de El Greco. Le célèbre enterrement du comte d'Orgas ressent encore de son héritage byzantin ou post-byzantin.
En 1665, l'année même où Poussin meurt à Rome, je vous le montre dans l'autoportrait de 1550, donc en 1665, Bernini se rend à Paris pour réaménager le Louvre. Vous en voyez les deux premiers projets. Plus tard, au XVIIIe siècle, le Suisse Jean-Étienne Lyotard, après avoir fait des séjours plus ou moins longs à Paris, Rome, Vienne et Londres, passera 5 ans dans l'Empire ottoman pour arriver jusqu'à la lointaine Moldavie. Et encore, en pleine époque des guerres d'Italie, Benvenuto Cellini travaille à Fontainebleau pour François Ier et Titien, sans quitter sa patrie vénitienne, envoie sa célèbre suite des tableaux inspirés des Métamorphoses d'Ovide à Philippe II en Espagne. L'un d'entre eux représente justement l'enlèvement d'Europe. Hasard? Pourrait-on se demander si on ne le savait pas que dans la grande aventure de l'histoire, ce monde n'est pas vraiment à sa place? Que peut-on encore apprendre aujourd'hui de ces voyages réels ou virtuels qui sont autant de moyens de faire circuler les regards, les images et les valeurs? Quelle représentation de l'homme l'Europe a-t-elle forgée et transmise au sein de la modernité? Répondre à ces questions implique une incursion dans le riche domaine d'une iconosphère qui n'a pas encore livré tous ses secrets. Cette recherche suivra 2 axes principaux. Le premier concerne la thématique des frontières et de leur transgression. Le second interroge la formation par-delà traverses et entraves d'une tissure, d'une toile, dirait-on aujourd'hui, fruit d'un enchevêtrement incessant des formes, des couleurs, des représentations et des figurations. Ce sera le propos majeur de ces leçons que le Collège de France a eu la bienveillance de me confier. Restons pour le moment sur le tableau que le peintre vénitien envoie vers l'Espagne en 1562. La riche correspondance que Titien mena avec Philippe II, de cette riche correspondance, l'on comprend que Europa sopra il Tauro fut la dernière œuvre complètement achevée des 6 toiles à sujet mythologique commandées par le souverain. Les voilà. Tout au long de cet échange de lettres, le peintre appelle ces toiles des poèmes, poésies, dans l'intention probable de leur conférer la valeur d'équivalents picturaux de l'art littéraire. Le défi était sans doute considérable car l'invention titianesque devait se confronter aux chefs-d'œuvre de la littérature classique, au premier rang desquels les Métamorphoses d'Ovide. Le second livre du grand poème des transformations raconte les ruses de Jupiter qui, amoureux de la belle-fille du roi de Tyr, se métamorphosa en beau et aimable taureau aux 1000 attraits. Je cite les Métamorphoses dans la très récente traduction de Marie Connet. L'épisode d'Europe, l'enlèvement d'Europe. Sa couleur est de neige, elle parle du taureau, sa couleur est de neige, et les traces d'un pied dur n'ont pas foulé, que n'a pas fait fondre l'austère humide. Le cou montre ses muscles, le fanon descend aux épaules, les cornes sont petites, c'est vrai, mais on les jurerait faites à main, plus pures que les gemmes diaphanes. Aucune menace sur le front, rien d'effrayant dans l'œil, une tête qui porte paix. La fille d'Agénor s'étonne qu'il soit si beau qu'il ne cherche pas la bagarre. Elle ose, la fille du roi. Elle ne sait qui elle touche. Montée sur le dos du taureau, le dieu, quittant la terre et le rivage sec, pose d'abord la trace de ses faux sabots dans les eaux, puis, plus loin, en plein milieu de l'océan, emporte sa proie. Elle a peur. On l'enlève. Elle regarde le rivage qu'elle a quitté. D'une main tient la corne, l'autre est posée sur le dos. Tremblante, sa robe frissonne dans la brise. Tout en suivant Ovide, mais en puisant peut-être aussi à d'autres sources littéraires plus tardives, Titien laisse libre cours à sa propre capacité d'invention pour réaliser un poème visuel parcouru d'une forte sensualité. Son travail de peintre ressort, entre autres, dans la façon dont le corps d'Europe s'offre au regard du spectateur, en déployant sa nudité à peine cachée. Le détail final de la narration ovidienne, tremblante, sa robe frissonne dans la brise,
Tremulae sinuantur flamine vestes, est soumis à un remaniement pictural. Dans le tableau, ce n'est pas exactement la robe de la princesse qui flotte au vent, mais une écharpe rouge qui, sans être expressément nommée dans le texte ovidien, s'imposera désormais en peinture comme un signal visuel essentiel et puissant. Ce détail ne sera pas négligé par les copies réalisées au fil des années, dont celle de Rubens, grand admirateur du Vénitien et sans doute la plus directe et la plus connue. Il ne sera pas non plus délaissé par le commentaire pictural le plus sophistiqué dont bénéficia la poésie de Titien, en l'occurrence celui dissimulé dans le chef-d'œuvre tardif de Velázquez, connu sous le nom de Las hilanderas, les fileuses. Dans cette citation, astucieuse jusqu'au brouillage, la rouge écharpe ondulante agit comme un acronyme. Et il n'est vraiment pas étonnant que la découverte de l'allusion titianesque, présente dans la tapisserie se trouvant au dernier plan du tableau de Velázquez, vous le voyez ici dans sa totalité, ait été tardive, donc, cette découverte, et que les problèmes qu'elle soulève soient encore débattus aujourd'hui. Les essais d'interprétation de la toile de Velázquez et du dialogue tacite qu'elle propose avec le Titien sont en effet nombreux, et l'on pourrait se demander s'il est opportun de s'y arrêter une fois de plus. Il me semble néanmoins qu'un nouveau questionnement pourrait contribuer à mieux situer les fileuses dans notre iconosphère, c'est-à-dire dans le réseau d'images définissant la culture figurative occidentale. Il s'agit en fin de compte de la valeur d'emblème de ce tableau, que ce tableau acquiert dans l'histoire de la circulation et transmission des images. Velázquez y tisse, et je souligne, la peinture de Titien à travers un travail d'invention picturale exemplaire qui dépasse toute situation concrète. Toutes les recherches ont abouti à la conclusion que la tenture à peine visible au dernier plan des fileuses n'a jamais existé en tant que teinture. C'est un fantasme créé sur le parangon du célèbre tableau vénitien. L'insolite transposition d'une toile, Europa sopra il Tauro, en tapisserie, aussi bien que sa singulière mise en scène qui marie exhibition et brouillage, appartiennent exclusivement au génie d'un peintre. La démarche est symbolique, d'où les multiples défis auxquels se confronte son déchiffrement. Les œuvres tardives de Velázquez sont incompréhensibles si l'on ne tient compte de leur ancrage dans une tradition de la difficulté ingénieuse dont Balthazar Gracián fut le héros. Et sous cet aspect, les fileuses se trouvent indubitablement en bonne compagnie. Tant les Ménines que les fileuses, œuvres tardives, les deux, marque le moment où un discours sur l'art, mené avec les instruments même de l'art, devient possible et nécessaire. Le peintre au travail, présent dans le Ménine, est, dans les fileuses, absent. Totalement. On se rappellera sans doute de la phrase de Michel Foucault dans son essai sur les Ménines, qui inaugurait Les mots et les choses. C'était une phrase, et on l'oublie parfois, inscrite au conditionnel. Et je cite Foucault. Peut-être y a-t-il dans le tableau de Velázquez, donc dans les Ménines, comme la représentation de la représentation classique. C'est une phrase fameuse. Essayons. Peut-être y a-t-il dans les fileuses comme la représentation de quelque chose qui attend encore d'être défini. Quoi exactement? Pour commencer, un détour historiographique. Les descriptions du XVIIIe siècle parlent du famoso quadro de ciertas mujeres hilando, du fameux tableau montrant certaines femmes en train de filer. Ouvrant ainsi le voie au titre Las hilanderas, les fileuses, forgé en 1777 par Raphaël Mengs et qui est resté en usage jusqu'à aujourd'hui. Dans sa grande monographie de 1888, Carl Justi définit l'œuvre comme étant la plus ancienne représentation d'une manufacture, tout en considérant que son véritable thème est la lumière.
L'historien allemand insistait également sur le dédoublement de la composition constitué d'un premier plan, un clair-obscur, et au caractère populaire, plébéiche, dit-il, et d'un plan second, élevé, lumineux, aristocratique. Le second plan attira l'attention des amateurs et en 1895, Émile Michel, puis en 1903, et d'une façon plus claire, Charles Ricketts signalèrent pour la première fois la reprise sous forme de tapisserie du célèbre tableau du Titien représentant l'enlèvement d'Europe. Les deux contributions restèrent néanmoins difficilement accessibles à la recherche en histoire de l'art, ce qui explique le questionnement parallèle et insistant du père de la recherche iconologique, Ebbe Warburg. Une photographie que vous voyez de 1927 atteste de cet intérêt pour les fileuses. Elle fait partie des archives Warburg. Le document est intéressant pour plusieurs raisons. On se rend compte que le média de la photographie en noir et blanc, si important au projet warburgien d'investiguer la survivance de l'Antiquité, était insuffisant dans le cas spécifique des fileuses, en raison justement de son incapacité à rendre visible, intelligible, dans son éloignement, la subtilité de la citation ovidienne filtrée par la reprise de Titien. Le résultat qu'on ne peut que déplorer est que, justement, les fileuses, tableau construit sur une démarche de citation et d'allusion savante, ne trouva pas de place dans l'Atlas mnémosine, c'est-à-dire dans l'hypertexte des rencontres imaginaires. Dommage. Conscient apparemment de ce manque, Warburg encouragea son élève Fritz Sachs à entreprendre un voyage d'études en Espagne où se produisit finalement la confrontation directe avec les fileuses. Kein Mensch unserer Generation kann etwas mit ihnen anfangen. Je traduis. Personne de notre génération ne peut comprendre ce tableau, écrit Sachs excédé depuis Madrid à son maître. Mais il s'entête. Les détails de son entreprise ont été récemment étudiés, et très bien, et en détail par Karin Helwig, ce qui nous dispense d'y revenir. Ni Sachs ni Warburg n'aboutirent à un déchiffrement complet de cette œuvre, mais leur conclusion, tout en étant d'ordre purement intuitif, marque une étape importante, la seule démarche permettant de comprendre les fileuses et de questionner le tableau en tant qu'allégorie du tissage, allégorie der Webekunst. Cette conviction ouvrit la voie aux études iconologiques qui fleurirent dans les années 40 du siècle passé et qui aboutirent à la conclusion que ce qui se passait dans la lumière diffuse du second plan était une dispute en relation avec l'art du tissage et en particulier avec la tapisserie représentant l'enlèvement d'Europe. Un article de 1948, dû à Luisa Maria Caturla, apporta une preuve documentaire à cette thèse en mettant en relation le tableau de Velázquez avec l'inscription, longtemps oubliée, figurant dans l'inventaire de la collection de Dom Pedro de Arce de 1664, qui mentionnait « Otra pintura de Diego Velázquez de la fabula de Arachne ». Cette découverte ouvrit une nouvelle voie à l'interprétation sans permettre toutefois d'aboutir à une solution définitive. On le sait. L'épisode d'Arachné, présent dans le 6e livre des Métamorphoses d'Ovide, était l'histoire tragique du défi lancé par l'imprudente tisserande lydienne à Pallas Athéna, de leur joute et de la cruelle vengeance de la déesse qui s'était vue dépasser dans l'art du tissage. La façon dont le tableau de Velázquez se confrontait avec cette histoire reste vague. Le texte d'Ovide offrait une narrativité claire et les figurations présentes dans les versions imprimées qui circulaient à l'époque essayaient de lui rendre justice. Voilà. Je cite donc de l'épisode concernant Arachné, la jute entre la déesse et la mortelle. Vite, les deux s'installèrent d'un côté et de l'autre, tendent leurs toiles sur des fins métiers à tisser, les toiles nouées, un roseau sépare le métier, au milieu de la navette aiguë, la trame se faufile,
que le doigt des vides est entre les métiers, les dents taillées dans le peigne qu'on frappe cogne. Toutes les deux vont vite, une robe ceint le poitrine, leurs bras habiles bougent, le talent trompe le travail. Chez Ovide, au spectacle du tissage, succède l'émerveillement devant les prouesses techniques des deux concurrents. Je cite encore, la pourpre qui sent le cuivre de Tyr est tissée avec des ombres fragiles de petites nuances, comme quand la pluie a frappé les rayons de soleil en arc, couvre le ciel immense d'une longue courbure. Au-dedans, variées, les ombres brillent de mille couleurs. Juste le passage trompe les yeux qui regardent. Ce qui se touche est semblable, juste les extrémités diffèrent. Là, l'or souple se mêle au fil et de la vieille histoire est racontée sur la toile. Et vetus intella deducitur argumentum. Mais justement, les vieilles histoires déplaisent à Pallas car elles évoquent les péchés des dieux et la vie amoureuse de son père, Jupiter. Une d'entre elles, notamment, éveille sa colère. C'est les chefs-d'œuvre d'Arachné représentant l'enlèvement d'Europe. Encore une citation. La fille de Maéonie dessine l'Europe. Non, c'est la description de cette tapisserie. Trompé par l'image d'un taureau, tu dirais un vrai taureau, des vrais flots. On voit Europe qui regarde les terres qu'elle quitte. On la voit crier vers ses compagnes et craindre le toucher, de l'eau bondissante et relever ses pieds timides. La déesse déchire l'œuvre de couleur, les crimes des dieux du ciel tissé, frappe Arachné de sa navette au front et enfin la transforme en araignée, damnée à tisser éternellement ses toiles. La métamorphose de l'imprudente tisserande en insecte est souvent représentée de façon astucieuse par les illustrateurs du XVIe et du XVIIe siècle. Tandis que, pour des raisons évidentes, ils évitent de donner des équivalents graphiques à l'incomparable, inégalable chef-d'œuvre arachnéen. La première exception notable est le fait d'un peintre, Rubens. Dans une toile réalisée pendant son séjour madrilène de 1638, mais connue aujourd'hui seulement par une version préparatoire que je montre, le maître flamand offre un récit en plusieurs temps de la joute, suivi par la réaction violente de la déesse. Au dernier plan, à droite, on perçoit l'un des rares rappels de l'objet de la rage divine, la tapisserie avec l'histoire d'Europe. Rubens aurait pu faire référence à la composition titianesque, qu'il connaissait d'ailleurs fort bien, puisqu'il avait réalisé, vous la voyez, je vous rappelle, une belle copie une dizaine d'années auparavant, mais il préfère une image forgée ad hoc et rapportée sous forme fragmentaire. Le travail citationnel offert par Velázquez suit d'autres paramètres. Il se place au croisement de son ancienne vénération pour Titien et de sa lecture personnelle des textes ovidiens. On sait que sa riche bibliothèque comptait bien 2 exemplaires des Métamorphoses. Insister sur les rapports entre la démarche poétique et la citation figurative s'avère encore une fois nécessaire. En racontant les mésaventures d'Arachné, le poète, Ovide, se voyait confronté lui-même au défi de remémorer, au 6e livre, sous forme d'ekphrasis, donc de description de tableau, une histoire racontée précédemment au 2e livre. Ce qui, au 2e livre, était un récit, le rapt d'Europe, est devenu maintenant, au 6e livre, une image, et plus précisément un tissu. La toile d'araignée finale n'est en fin de compte que la projection de cette démarche dans l'ordre de la virtualité pure, le diagramme d'un récit infini. Un illustrateur d'exception, comme Antonio Tempesta, vous le voyez en bas, semble l'avoir bien compris. Velázquez, quant à lui, pense en peintre,
En déployant l'histoire de l'enlèvement d'Europe dans la tapisserie du dernier plan de son tableau, réinventé sur le parangon d'un tableau célèbre, il se montre sensible aux multiples valeurs symboliques du tissage. Si le poème du Titien se proposait comme une réplique visuelle du texte, le tissu vélasquien se propose comme une double réplique, textuelle et figurative. Certains détails l'attestent, tant le passage de l'histoire d'Europe à la tapisserie d'Arachné chez Ovide, que le transfert du tableau de Titien au tapis des fileuses chez Velázquez appelle une stratégie d'encadrement que le poète célèbre et que le peintre accuse. Je cite encore une fois Ovide, « Le bord de la toile, cerclé d'une fine frange, montre des fleurs et du lierre, tout entrelacé. » Les traductions, pour réfléchir qu'elles soient, ne peuvent pas rendre justice aux subtilités du lexique ovidien. Et je cite en latin « Ultima pars telae, tenui circumducta limbo, nexilibus flores, ederis habet intertextos. » Ce tissu est un intertexte. Ovide le sait et le dit. Velázquez le décèle et le fait voir. Les ouvrages de François Frontisy et de Sylvia Balestrapuc, consacrés au mythe d'Arachné, ont insisté à juste titre sur l'attitude singulièrement proche d'Ovide à la figure de la Tisserande, qui reproduit ou recrée le monde ondoyant de métamorphose d'Ovide, qu'Ovide tisse lui-même dans son poème. Le rapport entre texte et tissu, on le sait aujourd'hui, surtout grâce à l'enquête menée par John Sheed et Jesper Svembro, a eu un point notable dans la poétique et la rhétorique ancienne. Le tableau de Velázquez, pour sa part, nous incite à poursuivre le questionnement sur un autre registre, où textualité et visualité se côtoient. Les métamorphoses du tissage marquaient à l'époque tant la théorie picturale que la réflexion littéraire. Pour Giambattista Marino, pour donner un exemple, peindre, c'est filer. La ligne est un fil et le pinceau une quenouille. Ne vale il tuo pennel men del suo fuso. Une citation prise à hasard, il y en a d'autres. De l'autre côté, pour Cervantes, maître absolu de l'intrication textuelle, toute histoire est, et je cite, une toile tissée de fils beaux et variés, una tela de varios hermosos lazos tejida. Elle peut aboutir à des expériences extrêmes, à des contes et épisodes qui, pris isolément, n'offrent pas moins d'agrément, d'art et de vérité que l'histoire elle-même, laquelle doit poursuivre son fil, trier, enrouler et dévider. Astrigliado, torcido et aspado hilo. Encore une fois, Cervantes dans Don Quichotte. Enfin, l'idée qu'une œuvre d'art doit être un tissu, un tejido, dit Balthasar Gracian, où indice et entrave s'entremêlent, est important dans la poétique de l'époque. Le célèbre écrit Agudeza arte dell'ingegno offre un imposant recueil de moyens rhétoriques et poétiques qui justifient la difficulté. Une œuvre ingénieuse, dit Gracian, se doit d'être difficile. Mais, souligne-t-il, les difficultés doivent suivre certains stratagèmes et stratagèmas que l'artiste doit maîtriser, le lecteur déchiffrer. Les œuvres d'art, citant une autre œuvre d'art, Agudeza por accomodación y verso antiguo, et celles qui font appel à des temporalités différentes, diversidad de tiempos, forment une classe à part et les liens structurants y jouent un rôle essentiel. Gracian les désigne sous le nom de conexiones. Et elle précise, il est néanmoins nécessaire que la difficulté de la connexion des termes en relation dévoile une raison qu'il a de nous. Une des questions les plus souvent posées dans la littérature sur Velázquez concerne le rapport entre le premier et le second plan des fileuses. Si le tableau représente, en effet, selon la suggestion de l'inventaire de la collection Ars, la fable d'Arachné, comment doit-on comprendre sa façon spécifique de se présenter sous forme du récit dédoublé? Les réponses ont été variées, mais toutes insuffisantes à mon sens. Je voudrais, dans le temps qui me reste, reprendre cette interrogation.
Je me propose de le faire en tenant compte de la thématique spécifique du tableau, mais aussi de l'importance des notions de tissu et de connexion dans la poétique des compositions ingénieuses. Alors, regardons un peu la toile. Le premier personnage à gauche se propose d'emblée comme une figure de contact. Il appartient au personnel du tableau, pour dire ainsi, mais la recherche eut de la peine à lui trouver une identification textuelle précise. Sa fonction d'embrayeur visuel est essentielle. En manipulant le rideau couleur pourpre, elle rend la représentation possible. L'histoire du rideau en peinture est riche et je n'y reviendrai pas ici en détail. Je montre seulement un exemple, Hugo van der Goes, Adoration des bergers. Un exemple entre autres, sans doute. Par rapport aux expériences antérieures, pour la plupart flamandes, vous en voyez une, et hollandaise, la solution de Velázquez est novatrice. Son personnage manipulateur de rideau est, pour ainsi dire, un personnage endotopique. La traditionnelle fonction exotopique d'appel est réformulée dans le sens d'une fonction narrative, placée là où débute dans nos habitudes perceptives la lecture de toute image, c'est-à-dire à gauche. Cette jeune femme est investie d'une double fonction. D'un côté, elle agit sur le rideau, tandis que de l'autre côté, elle est engagée dans une conversation avec la femme assise à côté d'elle. Cette dernière, sans doute une fileuse, est entraînée à son tour dans une dynamique polyvalente. Tout en causant avec sa voisine, elle agit sur la quenouille en lançant de l'autre main le rouet. L'acte de filet va de pair avec l'acte de parole et redouble le caractère sonore de ce tableau. Toute parole, on le sait, est à la fois énonciation et énoncé. En peinture, ce vertige réclame une figure et Velázquez se risque de nous l'offrir. La représentation de la roue tournante est, on l'a remarqué à maintes reprises, l'un des grands exploits offerts par son art. Les rayons se transforment en raies de lumière et la roue devient transparente, provoquant un effet straboscopique hypnotisant. Lui fait écho de l'autre côté de la toile, mais de façon plus douce. La main pétulante de la fileuse qui agit sur le dévidoir touré, ce sont des signes forts, aptes à suggérer le mouvement et par là la vibration du temps. Pendant que la roue tourne, pendant que les fileuses filent, cardent ou dévillent la laine, pendant que la toison devient fil, naît le récit. La péripétie surgit à un autre niveau, comme dans un rêve, dans l'espace élevé et fortement éclairé du fond. Les deux espaces sont visuellement mis en relation par des signaux de contact. Au second plan, l'une des femmes, élégamment vêtue, semble avoir à l'instant gravi les marches qui la séparent du premier. Près d'elle, sa compagne jette un regard vers le spectateur. De l'autre côté, à gauche, le profil perdu d'une des protagonistes crée un effet de renversement et de télescopage avec l'un des plus beaux détails du premier plan à droite, la nuque et la magnifique courbure d'une des fileuses anonymes. Les principaux acteurs de la scène du fond, le personnage coiffé d'un casque et la femme qui lui fait face, sont, selon toute vraisemblance, incarnations de Pallas et d'Arachné, et marquent dans leur éloignement, qui les projette presque dans le tapis d'Europe, l'horizon de la représentation. Apparemment, tout cela devient dans la complète indifférence des fileuses qui occupent le devant du tableau. Ces femmes ne sont pas des spectatrices, bien au contraire. L'une d'entre elles, on le voit, tourne même le dos au drame qui se déroule derrière elle. S'il y a des liens qui se créent entre le premier et le second plan, ils ne sont pas dus ici à la circulation des regards, mais à la dynamique des gestes. Tant à gauche qu'à droite, les mains des fileuses
se projette dans une symétrie presque parfaite sur l'écran lumineux du fond, ce sont d'incontournables signes d'agencement qui facilitent la connexion ultérieure, confiée cette fois-ci au fil subtil que les femmes remuent. De cette façon, les deux scènes s'entrelacent, non pas par des nœuds, mais par des fils. Néanmoins, le mystère du rapport entre les scènes persiste. Rien ne nous laisse entrevoir qu'au premier plan, on assiste également à un épisode de la fable d'Arachné. D'autres hypothèses, invoquées parfois par la critique, l'histoire de Lucrèce par exemple, les trois parcs, et j'en passe, n'emportent guère des solutions plus convaincantes. Pour dépasser cette impasse, Svetlana Alpers, par exemple, a suggéré une solution ayant le mérite de déplacer la discussion du plan de la simple iconologie à celui du discours théorique. Selon l'historienne, seul le second plan serait à mettre en relation avec la narration ovidienne, tandis que le premier serait purement descriptif. Personnellement, j'ai des doutes sur la possibilité de considérer la scène du premier plan, avec son impressionnant dévidement du temps, le rouet en mouvement ayant presque une valeur de symbole, comme purement descriptive. Il me semble que les nœuds fils qui attachent les scènes devraient être considérés comme des éléments stratégiques et stratagèmas, selon Gratian, destinés à établir une connexion signifiante. Arrivé à ce point, la preuve visuelle ne peut plus fonctionner tout seul. Revenir à Velázquez, le lecteur d'Ovide, s'impose. Le peintre, on le sait, avait dans sa bibliothèque, assez importante d'ailleurs cette bibliothèque, deux versions de Métamorphose, l'une en espagnol, l'autre en italien, ainsi qu'un commentaire moralisant La Philosophia Secreta signé par Juan Pérez de Moya. Ce dernier écrit a été à maintes reprises interrogé par la critique, dans l'espoir d'y trouver une clé morale ou philosophique à l'œuvre vélasquienne. Les résultats n'ont été que partiellement convaincants. En revanche, on a paradoxalement donné trop peu d'importance aux éditions d'Ovide possédées par Velázquez et aux stratégies de lecture, qu'on pouvait attendre d'un pictor doctus comme l'était vraisemblablement l'espagnol. On trouve en effet dans les Métamorphoses un autre épisode marquant, construit autour de la thématique du tissage. Il est au 4e livre et relate l'histoire des filles de Minias, qui, au lieu de prendre part aux festivités en honneur de Dionysos, préfèrent rester chez elles en s'adonnant à leur habituelle activité de fileuse et tisserande. Cet épisode fut parfois invoqué, Diego Angulo, Thea Bach, Fernando Marias, par les interprètes de fileuses pour éclairer le premier plan du tableau, sans que cela aboutisse néanmoins à résoudre l'épineux problème des rapports structurant l'image en son ensemble. Lisons encore une fois l'épisode, donc l'épisode des filles de Minias. Je cite dans la même traduction. Elles tissent les laines, du pouce remuent les tissus, s'accrochent à leur toile, poussent leurs servantes au travail. Parmi elles, une qui tisse le fil d'un pouce léger, dit, on comprend, pendant que les autres paraissent et s'occupent des rites imaginaires, nous, que Pallas, la meilleure des déesses, retient ici, allégeons le travail de nos mains par des récits variés, que chacune, pour le temps qui ne paraisse pas long, apporte aux oreilles des autres une histoire. Les sœurs approuvent et lui demandent de raconter la première. De toutes les histoires, il en connaît beaucoup. Laquelle? Elle commence ainsi, la laine suit son fil. Cette éclatante exposition de l'énonciation au féminin, je dirais, qui mériterait d'être approfondie dans ces aspects de genre, se construit de façon déclarée sur le rapport entre filet et raconté. Il permet au 4e livre des Métamorphoses d'enchaîner une impressionnante suite d'histoires. Toutes sont des histoires enchâssées dans l'histoire cadre des fileuses, conteuses.
Pyramétis B, Vénus et Mars, Salmacis et l'hermaphrodite, défilent devant les yeux du lecteur. Mais l'histoire de Pallas et Arachné ne figure pas dans cette suite, à une exception près, toutefois. Il s'agit de l'édition des Transformazioni de Lodovico Dolce, avec les illustrations de Giovanni Antonio Rusconi, publiée à Venise chez Gabriele Giolito en 1668. La version de Dolce, qui fut aussi le plus important théoricien de l'art vénitien du Cinquecento, parut pour la première fois en 1553 et devint rapidement un best-seller. Plus qu'une traduction fidèle, il s'agit d'une anthologie réalisée grâce à des critères sui generis, une belle infidèle en somme. Les études de Bodo Guttmüller et de Giuseppe Capriotti, consacrées aux avatars auxquels le texte des Métamorphoses fut soumis, me dispensent de revenir ici en détail. Il suffit de rappeler que le polygraphe vénitien bouscule l'ordre des histoires, recompose les 15 livres d'Ovide en 30 chants in ottava rima et joue de façon parfois inattendue avec le rapport entre texte et illustration. Ainsi, dans l'édition de 1568, la fable d'Arachné a migré du 6e livre au 12e canto, placé, lui, sous le signe des filles de Minias. C'est comme si tous les récits contenus dans cette partie, y compris celui de la malheureuse tisserante lydienne, d'Arachné donc, étaient le fruit d'un projet narratif que la vignette rend visible par un langage figuratif assez simple. Vous voyez cette vignette, les Miniades y sont figurées en énonciatrices, des histoires qui se déroulent en boucle. Ces histoires se tissent au fil des pages dans un texte dû au travail de composition typographique. Je montre toute la page. Le raffinement de la texture de ce texte est extrême et avait contribué d'ailleurs à la gloire de l'éditeur Giolito. C'est une texture réalisée principalement par des fines italiques, inaugurée sur la page du titre du 12e chant par une initiale parlante, on l'appelait. Cette initiale, vous la voyez, est lettre et figure en même temps, un Q majuscule, emboîté dans un rectangle, une figure circulaire qui fait démarrer le texte. Sur les pages du livre se tisse un texte, et au centre de ce texte, au cœur de ce textus, se dégage l'histoire d'un tissage et la description d'une tissure, d'un textum. C'est là qu'émerge, non pas en figure, mais je dirais en texture, le tapis d'Arachné. Je montre les pages. On peut, sans grand risque, supposer que le livre mentionné dans l'inventaire du legs Velasquez, sous le numéro 546, sous le titre Transformation de Lodovino Dolce Italiano, était justement cette édition, que le peintre aurait d'ailleurs pu acquérir pendant l'un de ses séjours vénitiens. L'impulsion d'en chasser la fable d'Arachné dans un scénario cadre y trouverait là son origine. Les choix de Velasquez s'éclairent dans les détails de cette version. L'un d'entre eux devient essentiel. Il s'agit de la représentation de l'agression de chef-d'œuvre arachnéen de Pallas, action placée au cœur de la brumeuse scène du dernier plan des fileuses. Là, on le voit, mais à peine, à cause de cette stratégie figurative, le bras levé de la déesse redouble l'entaille infligée au tapis. Ovide en parlait, mais sans insister sur le geste destructeur. Plus directement, d'Ovide, le geste provient, il me semble, de Dolce, de la version de Dolce. Ruppe la tela di Dolce e disdegnosa mosse il braccio. La reprise picturale de cette suggestion permet à Velasquez une focalisation extrême de sa réflexion, menant à l'idée qu'en abîme de son œuvre se trouve dramatiquement une blessure. Le passage du texte, textus, au tissu, textum, clos, sur une déchirure. Il me semble important d'insister aussi sur la signification du travail mental et pictural de l'artiste. Partant de la simple suggestion d'un enchevêtrement déclenché par une insolite édition
illustré d'un des grands textes de l'Occident, Velázquez parvient dans Les Fileuses à un discours méta-artistique d'une ampleur sans précédent. La carrière de Velázquez est marquée depuis ses débuts par un évident intérêt pour les stratagèmes du discours rapporté. Et j'approche gentiment la fin. Des exemples pour revenir à la jeunesse de Velázquez. Son juvénile Saint-Jean à Patmos est montré juste au moment où il s'apprête à inscrire sur la page blanche de son livre l'apparition qui surgit des nuages devant son regard hagard. Un autre tableau dédoublé, réalisé par le jeune Velázquez à Séville dans le sillage de certains flamands, élabore une modalité d'enchâssement complexe qu'on aurait à peine à établir avec certitude si la place du Christ aux côtés de Marthe et de Marie, on le voit dans le tableau de gauche, à l'arrière-plan d'une cuisine espagnole est due à un cadrage réel, spéculaire, jeu de miroir, ou simplement imaginaire. Et quel est en fin de compte le rapport entre le peintre qui, dans les Ménines, se détache pour un instant de la toile exhibée dans toute sa matérialité et sa nudité pour nous regarder, et le minuscule personnage José Nieto Velázquez qui, comme par hasard, redouble un patronyme célèbre et qui, dans l'encadrement d'une porte et en contrepartie d'un miroir brumeux, s'apprête à accomplir son devoir de sommelière des cortines, c'est-à-dire la tâche de manipulateur du rideau royal, c'est-à-dire sa fonction, et Foucault l'a très bien vu, de manipulateur de la représentation. La construction des fileuses advient sur l'assise d'un texte, ou de plusieurs textes, d'une image ou de plusieurs images qui s'enchevêtrent et s'entretissent. Entre le rideau qui dévoile et le tapis qui se dissimule, se tisse une histoire faite d'histoire. Si l'on peut, avec Foucault, continuer à considérer les Ménines comme la représentation de la représentation classique, on peut, peut-être, considérer les fileuses comme les sommets du récit pictural sur le récit. Dans les Ménines, réflexion sur la représentation, le plus grand défi, tant pictural qu'interprétatif, est le miroir. Dans les fileuses, réflexion sur l'art du récit, l'objet le plus difficile, mais en même temps le plus lourd de sens, est la roue, avec son incessant et vertigineux mouvement. Je vous remercie.